Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier un des aspects de la liaison chimique, ce que nous appelons la liaison ionique, c'est-à-dire expliquer comment des atomes tels que le sodium Na et le chlore Cl s'associent pour former une molécule, par exemple le chlorure de sodium NaCl. On va retrouver ce genre de structure également dans d'autres types de molécules, le chlorure d'argent ou le bromure de calcium, et on remarque déjà que ces composés sont tous constitués d'une part d'un élément qu'on classe dans les métaux, l'argent, le sodium, et d'un élément qu'on classe dans les non-métaux, le chlore, le brome, etc. Afin de bien comprendre le comportement de ces différentes molécules, de ces différentes matières, je vous propose de regarder une petite expérience qui concerne ici le chlorure de sodium, mais on peut parfaitement le faire avec un autre composé. Donc l'expérience est projetée en vidéo. Donc au niveau du dispositif expérimental, on utilise un générateur de courant et deux électrodes, une petite lampe qui permet de visualiser le passage du courant. Et ces deux électrodes sont disposées dans un creuset. On va placer dans ce creuset du sel de cuisine, du chlorure de sodium. Une fois le chlorure de sodium ajouté, on va chauffer. Donc on voit que le courant ne passe pas à l'état solide, et donc le NaCl à l'état solide ne conduit pas le courant, la lampe ne s'allume pas. On peut remarquer qu'une fois que l'on chauffe le creuset, le NaCl commence à fondre, et voilà, on le voit ici, la lampe s'allume, c'est-à-dire que le courant passe. Pour que le courant puisse circuler, eh bien, il faut que, ça c'est de la physique, c'est l'étude des circuits, il faut que le circuit soit fermé. Donc dans le sel fondu, il doit y avoir des charges électriques qui permettent le passage du courant. Dès que le sel refroidit, eh bien, on remarque que les courants ne passent plus, les charges ne peuvent plus se déplacer, et donc on a le circuit qui est ouvert. On vient de le voir à l'instant, le NaCl, le chlorure de sodium, conduit le courant à l'état fondu. Ça veut donc dire qu'il contient des charges, et ces charges se trouvent sous forme d'ions. Alors on va retrouver deux atomes, l'atome de sodium et l'atome de chlore. Ces deux atomes, comment font-ils pour s'accrocher l'un à l'autre? Eh bien, on a déjà une première idée. Vu la conductivité, ils vont former des ions. L'atome de sodium a un numéro atomique de 11, l'atome de chlore a un numéro atomique de 17. Ce nombre atomique correspond au nombre de protons, mais également au nombre d'électrons que l'on va retrouver pour chacun de ces atomes. L'atome de sodium possède 11 électrons, l'atome de chlore en possède 17. Et ces électrons ne sont pas répartis n'importe comment autour de l'atome, ils sont répartis autour du noyau de l'atome. D'une manière très particulière, on parle de couche électronique, c'est-à-dire de niveau d'énergie que peuvent prendre les électrons. Et on sait que pour l'atome de sodium, les 11 électrons se répartissent 2 sur une première couche, 8 sur une seconde couche et 1 sur une dernière couche, pour faire bien 11. Pour l'atome de chlore, les atomes se répartissent comme ceci, les électrons se répartissent comme ceci, 2 électrons sur la première couche, 8 sur la seconde et 7 sur la troisième. Alors par rapport à ce qu'on a vu, on sait que ces atomes doivent s'ioniser pour permettre d'expliquer l'expérience de conductivité. Comment vont s'ioniser ces atomes? Eh bien, il existe une règle extrêmement importante qu'on appelle la règle de l'octet. Cette règle de l'octet, que signifie-t-elle? Elle signifie qu'un atome va avoir un état stable, c'est-à-dire sera dans de très bonnes dispositions lorsqu'il aura 8 électrons sur la dernière couche qu'on appelle la couche de valence. On le voit ici, l'atome de sodium possède 1 électron sur cette dernière couche, il est très loin d'avoir les 8 électrons requis. L'atome de chlore en possède 7, il est très proche d'avoir ces 8 électrons sur la dernière couche. Eh bien, que va-t-il se passer? On remarque que l'atome de sodium, s'il perd cet électron et le donne à l'atome de chlore, les deux sont gagnants. C'est-à-dire que aussi bien l'atome de sodium
va se retrouver, puisqu'on oublie la dernière couche qui se vide, bien avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons sur sa dernière couche. Fantastique, il est stable. Et l'atome de chlore, il en avait 7, il en gagne 1. Il va donc également devenir stable sous forme Cl-, un état d'énergie minimale. Il respecte bien la règle de l'octet. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. On voit bien que ces deux configurations électroniques sont toutes les deux, présentent en tout cas toutes les deux 8 électrons sur la dernière couche. On a une structure qui est proche de celle du gaz rare et donc qui est extrêmement stable. Finalement, au niveau de la matière, on a bien l'atome de sodium ionisé sous forme Na+, l'ion chlorure, l'atome de chlore ionisé sous forme Cl-. Ayant gagné un électron, le chlore se charge négativement, puisque, on rappelle, l'électron est une particule chargée négativement. L'atome de sodium, qui en a perdu une, a un surplus de charge positive, il a 11 protons, mais n'a plus que 10 électrons, il sera donc chargé positivement. Et finalement, dans le composé à structure ionique, ces deux charges vont finir par s'attirer l'une et l'autre, simplement sous l'action des forces électrostatiques, une charge positive et une charge négative s'attirent, et ça va donner la cohésion à cette substance, à ce composé, qu'on va appeler de manière générale NaCl, sans faire apparaître les ions. On appelle ces composés qui ont cette structure, donc qui présentent des ions dans leur structure, des composés ioniques ou à structure ionique. On peut définir une grandeur quant à la capacité à capter les électrons. On vient de le voir, l'atome de chlore a une grande capacité à capter l'électron du sodium afin de respecter la règle de l'octet, c'est-à-dire avoir ces 8 électrons de valence. Cette grandeur, cette capacité, cette tendance à capter des électrons se nomme l'électronégativité. C'est une valeur qui est comprise entre 0 et 4 et elle représente, plus elle est élevée, plus l'atome va pouvoir facilement arracher des électrons à un autre atome. C'est le cas ici, si je reprends l'atome de chlore et l'atome de sodium. L'atome de chlore, on trouve l'information dans le tableau périodique, son électronégativité vaut 3, alors que pour l'atome de sodium, son électronégativité ne vaut que 0,9. On a bien affaire à un atome qui va avoir une très forte tendance à capter les électrons, et l'atome de chlore va arracher l'électron, ici célibataire, de notre atome de sodium, pour compléter sa couche de valence. L'atome de sodium, lui, d'un autre côté, ne demande pas mieux, puisque, on l'a vu aussi tout à l'heure, lui aussi se retrouve comme ça avec une couche de valence de 8 électrons, puisque sa dernière sera la deuxième couche. Alors, en règle générale, on définit la variation d'électronégativité, c'est-à-dire simplement la différence entre les deux, ici qui vaut 2,1. Alors, ce n'est pas une vérité absolue, mais en moyenne, dès que la variation d'électronégativité est plus grande que 2, eh bien, on considère qu'un des deux atomes a une très forte tendance à attirer les électrons et va avoir une force plus importante que l'autre pour capter cet électron et va finir par l'arracher. Donc la différence d'électronégativité supérieure à 2, eh bien, l'atome le plus électronégatif arrache complètement l'électron de son autre atome.